Bonjour à toutes et à tous, comme prévu, vidéo réservée aux détails techniques concernant le projet RoboArna. S'il y a des personnes qui viennent de tomber par hasard sur cette vidéo-là et qui ne savent pas de quoi elle va traiter, eh bien je vous conseille de stopper la lecture au plus vite, de cliquer sur un premier lien pour visionner une première vidéo. Ensuite, vous pouvez peut-être éventuellement revenir sur celle-ci si ça vous intéresse. Pour les personnes qui savent de quoi on va parler, je tiens à vous prévenir, c'est une vidéo entre guillemets technique, mais qui n'est pas non plus, je pense, trop éloignée du grand public intéressé, potentiellement intéressé. C'est-à-dire que je vais parler de choses que j'estime assez compliquées, mais sans forcément à tous les coups employer un vocabulaire ultra précis qui vous serait peut-être inconnu. Donc en résumé, je pense que ce sera une vidéo qui devrait être compréhensible en grande partie par beaucoup de monde. En tout cas, je l'espère. Voilà. Donc c'est pas un tutoriel, tout le monde l'aura deviné, je pense. Je le dis quand même pour quelques personnes qui y croiraient peut-être. Je tâcherai de vous parler de ce projet dans un ordre à peu près logique, c'est-à-dire, si possible, dans l'ordre dans lequel les éléments qui constituent ce robot s'utilisent. C'est pour tenter d'avoir une démarche logique qui ait un sens dans l'histoire, pour éviter qu'on se perde dans tous les sens, puisqu'il y a beaucoup de choses dont je dois vous parler. Je ne vais pas forcément être ultra rigoureux concernant cet ordre à respecter, je ferai sûrement quelques écarts, mais globalement, je vais essayer de m'y tenir. La première chose dont j'ai envie de vous parler, ce sont les risques et les contraintes qui concernent ce projet. Donc quand je vous dis ça, on n'est pas encore dans la conception et la construction, on est juste dans l'idée de vouloir le faire, on n'est pas encore dedans. Je vous parle de ça parce que c'est un projet qui a été confronté à énormément de contraintes et à un risque en particulier, que tout le monde aura deviné. La première contrainte concerne la géométrie du robot, les dimensions géométriques. Ça peut vous paraître assez trivial, mais pour concevoir un robot qui doit rentrer dans un distributeur, il faut bien évidemment qu'il soit adapté aux dimensions du distributeur en question. Le problème, c'est qu'à cause du volet anti-vol dont j'ai parlé pendant la démonstration, c'est pas du tout évident de rentrer dans le distributeur avec un triple mètre pour pouvoir prendre des dimensions précises de profondeur, de largeur, de tout ce qu'on veut, tout ce qui est imaginable, pour avoir une idée précise des dimensions disponibles dans cette machine. Et pourtant, ce serait indispensable. Je me souviens quand même être arrivé au distributeur avec un triple mètre. Ça m'a permis de mesurer la largeur de la porte, qui est extérieure, la hauteur également, un petit peu ce qui concerne la fameuse porte qui se referme. Mais voilà, ça donne des indications assez incomplètes pour pouvoir s'adapter aux dimensions, avoir des chances de s'adapter aux dimensions. Je me souviens être aussi allé au distributeur avec mon fameux appareil photo télécommandé que j'ai présenté il y a plusieurs mois sur YouTube, donc ça m'a permis de prendre quelques photos de l'intérieur. Comme vous pouvez le voir, il y a des parois qui sont inclinées avec des angles, c'est pas du tout des parois à la verticale et à l'horizontale, même pour le bas, donc ça rend l'adaptation encore plus dingue, puisque le robot doit être placé à l'horizontale et vous avez une paroi en bas qui est inclinée, donc quand j'ai vu ça, j'ai eu un peu peur, je dois vous le dire. Justement, en parlant de cette contrainte liée au devoir de fabriquer un robot adapté aux dimensions, eh bien, avant de construire ce fameux robot, j'avais construit une maquette en carton comme celle-ci, avec des dimensions que je pensais être compatibles avec le distributeur réel. Donc cette maquette-là est rentrée dans le distributeur, m'a effectivement confirmé que les dimensions que j'avais prévues était compatible avec le distributeur, puisque j'ai pu mettre ça dedans et refermer la porte. Mais le bras qui est là et qui simule bien évidemment le bras réel, et ben contrairement au bras réel, il n'est pas motorisé. Ce qui fait que même si on arrive à rentrer cette maquette dans le distributeur, et qui valide les dimensions de la base et du bras, rien ne nous dit que le robot réel, en levant son bras, ne va pas heurter un obstacle dans le distributeur et le rendre complètement inutilisable. Donc autrement dit, jusqu'à la construction totale, finale du robot et jusqu'au premier essai, je n'ai pas eu la confirmation qu'il pouvait, en plus de rentrer, s'élever sans problème, sans heurter d'obstacles. Donc ça a été un suspense
franchement pas très agréable, mais bon, voilà, c'est comme ça. Je m'en plains pas, je ne fais que vous raconter ce que j'ai vécu, entre guillemets, ce que j'ai choisi de vivre. J'ai ouvert la base du robot pour que vous puissiez voir quelques petites choses en ce qui la concerne. Vous ne pouvez pas tout voir pour une raison simple et qui rejoint la contrainte liée à la géométrie. Là-dedans, tout est très compacté. Une fois que la maquette m'a indiqué les dimensions maximum autorisées auxquelles j'ai droit pour la construction du robot, eh bien je dois faire en sorte que tout ce que je veux mettre, c'est-à-dire mécanique, électronique, structure, tout ce qui est nécessaire, rentre dans ces dimensions-là sans dépasser, sans marge de dépassement. On ne peut pas tout voir, mais heureusement que sur mon site, il y a des photos prises en cours de construction qui vous permettent de voir quelques détails supplémentaires. Et il y a un risque que tout le monde aura deviné, c'est le risque que ce robot, une fois installé dans le distributeur, tombe en panne et reste coincé dedans. Bien évidemment, j'y ai pensé, et pas qu'un peu. Et ce problème de risque impacte sur énormément de choix techniques dont je vais parler dans cette vidéo. Pour pas que le robot se coince, pour qu'il ait très peu de chances de se coincer, il faut tout étudier. Il faut faire un robot, alors de manière générale, il faut faire un robot fiable, solide. Ça veut dire avec des pièces bien choisies, bien dimensionnées, parfois neuves, pour éviter des pièces d'occasion qui ont déjà une usure et qui risquent de s'abîmer quand il ne faut pas. Ça implique aussi de faire des assemblages de très bonne qualité, c'est-à-dire des soudures. Quand je vous parle de soudure, ça concerne les soudures à l'arc qui assemblent les structures en acier. Ça concerne aussi les soudures électroniques, parce que l'électronique et l'électricité commandent les moteurs qui permettent les déplacements. Tout ça, c'est un ensemble, donc s'il y a un élément de la chaîne qui tombe en panne, eh ben, ça peut tout planter. C'est pour ça qu'il faut faire attention à tout. Quand je vous parle de qualité, ça concerne aussi, bien sûr, les collages, les vissages. Il ne faut pas qu'un écrou se dévisse, parce qu'un écrou qui se dévisse, non seulement ça vous fait une mécanique qui risque de pas marcher correctement, mais un écrou, c'est métallique, ça peut faire un court-circuit dans la partie électronique de commande et nous faire bloquer le fonctionnement des moteurs. Ça peut aussi s'insérer dans des engrenages et nous faire planter les mécanismes. Voilà, c'est des exemples, mais c'est pour vous montrer qu'il faut penser à tout et qu'il ne faut pas négliger un seul aspect dans une conception où il y a beaucoup de contraintes et de risques. J'aurai l'occasion d'en reparler tout au long de la vidéo. Je ne vais pas faire un chapitre uniquement lié aux risques et aux contraintes, mais je vais sûrement vous apporter quelques exemples tout au long de cette vidéo. J'ai reçu pas mal de questions concernant la provenance des pièces, le temps passé et le budget investi. Je vais un petit peu répondre aux 3 questions en même temps, même si j'ai déjà répondu sûrement dans les commentaires. Donc la plupart des pièces proviennent de récupération, c'est-à-dire d'appareils comme ordinateur par exemple, pour les structures en acier notamment, lecteur de disquette pour un des moteurs, robot aspirateur pour les motoréducteurs principaux. Le fameux rail, il y a une question là-dessus, c'est une coulisse de meuble, c'est la même pièce que ça, c'est ce qui est utilisé en principe, en tout cas bien souvent dans les meubles où on trouve des tiroirs et des plateaux pour les claviers d'ordinateur, dans les meubles de PC. Il y a une bonne partie de la mécanique aussi qui provient de récupération, comme des imprimantes par exemple. Même les vis proviennent en grande partie de récupération, ça se voit au niveau du plongeur, vous avez plein de vis de tailles différentes parce qu'elles proviennent de plein d'appareils différents. Une question aussi qui concernait l'argent, donc qui rejoint la première question. J'ai dû vous répondre à peu près 50 € de dépensés, c'est assez approximatif. Je trouve que c'est très peu. Pourquoi? Eh bien, vous avez la réponse parce que j'ai répondu à la première question concernant la provenance des pièces. J'ai vraiment acheté que quelques petites bricoles en électronique, c'est-à-dire notamment un microcontrôleur, un motoréducteur, un afficheur LCD. Pour le temps passé, j'ai dû vous répondre autour de 7 mois. C'est un calcul assez approximatif, je vous explique pourquoi. Parce que pour moi, ça mélange conception, construction, essais qui n'ont pas marché pour 5 d'entre eux. Alors, si ça n'a pas marché, ça implique de repasser en phase d'études, de conception,
de nouveau modifications, construction, puis encore des essais, puis voilà. Donc c'est voilà, 7 mois, en gros c'est tout compris quoi. C'est entre le début de vouloir faire ce truc-là et la fin de la réussite. Et en plus, pendant ces 7 mois, j'ai pas fait que ça, j'ai pondu quelques petites vidéos, puis j'ai fait d'autres bricoles en électronique, parce que c'est un peu lourd de se concentrer sur un projet comme ça, qu'on n'est pas du tout sûr de réussir, notamment en raison des fameuses contraintes dont j'ai parlé au début. Donc c'est pour ça que j'ai pas fait que ça, j'ai fait un petit peu d'autres choses autour. Ensuite, je voudrais vous parler de deux choses dont je n'ai pas parlé pendant la démonstration, c'est l'alimentation du robot et sa fixation. En plus, il y a eu des questions là-dessus, donc c'est pas plus mal. L'alimentation du robot, pendant la démonstration, elle se fait via cette batterie de récupération, j'en profite pour le dire. Même si c'est pas très important, paramètre électrique, donc 14,4 volts, 1500 mAh. Une batterie, donc ça fournit une tension qui peut varier en fonction du courant qu'on lui fait débiter. C'est valable à peu près, je pense, pour n'importe quelle technologie de batterie. Mais comme mon robot est conçu pour supporter 12 volts continus constamment, je lui ai associé un bloc régulateur de tension fait maison, donc qui fournit 12 volts continus à partir des 14,4. C'est un bloc à découpage construit autour d'un régulateur de référence LM2576T. Le petit détail du schéma est sur mon site, même si c'est externe au robot. Tant que je parle de batterie, ça tombe bien, puisqu'il y a eu des questions sur l'autonomie. Et une question à laquelle il est assez difficile de répondre, c'est pas... Alors j'ai envie de vous dire, c'est un robot c'est un robot que j'ai fait pour faire une démonstration une seule fois, pas pour voler des canettes en série. Donc la question de l'autonomie, elle est assez... Comment vous dire? Elle est assez mal posée, j'ai envie de vous dire. L'important, c'est pas de savoir si on va pouvoir prendre 49 canettes ou 56. Ça n'a pas grand sens. Comme je vous ai parlé de la contrainte liée au risque que le robot se bloque, la question d'autonomie, c'est pas celle-là. L'important, c'est d'avoir une autonomie amplement suffisante, donc avec une bonne marge, pour être sûr que pendant qu'on manœuvre le robot, pendant la démonstration, il ne se retrouve pas en pénurie d'énergie et donc bloqué dans le distributeur. C'est ça qui compte, avoir une marge. C'est pas de savoir quel nombre de canettes on peut sortir. Ça n'a aucun sens. Voilà, donc j'ai pris une batterie qui me semblait suffisante. Alors elle est de récupération. Elle a déjà servi. Elle a perdu en capacité. Les 1500 mAh ne sont pas corrects, ne sont pas vrais. Mais ça m'a permis de... Ça suffit pour ce truc-là. Alors j'ai mesuré, avant de mettre cette batterie-là, j'ai mesuré un petit peu les consommations des moteurs pendant que ça tournait. Je me suis demandé combien de temps tournait chaque moteur. Et voilà, puis j'en ai déduit que cette batterie-là était amplement suffisante pour faire plusieurs essais de démonstration. Donc voilà comment le choix est fait. La fixation du robot, maintenant, c'est un truc dont j'ai pas parlé dans la démo parce que je voulais la raccourcir, je voulais la simplifier. Dans cette fameuse démonstration, j'installe le robot dans le distributeur, comme vous pouvez le voir à un moment. Alors vous avez l'impression que je ne fais que ça. En réalité, c'est inexact. Avant de mettre le robot dans cette machine, j'ai installé ceci dans le distributeur. C'est un pied métallique fait maison, principalement à partir d'acier de récupération et avec un petit peu d'aluminium. Donc ceci, on l'installe dans la machine. Alors avant de l'installer, on peut régler la hauteur. Il y a des trous ici avec plusieurs entraxes qui permettent de régler la hauteur à laquelle va se trouver le robot par rapport au fond du distributeur. Donc ça permet de s'adapter de manière assez précise. Et une fois qu'on a mis ça dans le distributeur, ça reste fixe. On vient clipser, ce que je fais dans la démonstration, le robot par-dessus. On l'encastre comme ça. Et puis ça reste très stable. Pourquoi il faut de la stabilité? Parce que tout simplement, le robot déjà il n'est pas super lourd, mais quand on place une canette de 335 grammes au bout des pinces avec un bras qui s'est déployé sur plusieurs décimètres, il y a un phénomène de basculement qui est extrêmement gênant. Le robot qui bascule, ça le rend inexploitable, déjà pour commencer, évidemment, mais c'est pas tout, ça risque de le faire tomber. Et il risque d'accrocher des pièces constituant le distributeur et de rester coincé.
Même si, en pensant à la contrainte liée au risque, j'ai fait attention à la forme géométrique des pièces qui constituent le plongeur pour qu'elles aient peu de chances de s'accrocher au distributeur. Voilà, même avec l'étude, je me suis méfié, il faut quand même un dispositif anti-basculement sérieux. Oui, donc ça, j'ai appelé ça le plongeur, je l'appellerai comme ça dans la suite de cette vidéo, et sur mon site également. Pour pouvoir poursuivre cette vidéo, je vais vous faire une petite survolée générale de tout ce qu'il y a dans ce robot. Je sais bien que vous en avez forcément déjà deviné une partie, même sans forcément aller voir le schéma sur mon site. Mais histoire d'être sûr que vous ayez tout bien en tête, je vais vous raconter un peu tout ce qu'il y a dedans, de manière générale. Ça va me servir d'introduction pour la suite, qui va être beaucoup plus détaillée et un peu plus compliquée. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ce robot généralement? Il y a des éléments mécaniques qui nécessitent d'être mis en mouvement de manière contrôlée. Donc, il y a des moteurs électriques, des motoréducteurs plus précisément. S'il y a des motoréducteurs, il faut des organes de commande, c'est-à-dire des relais. Dans mon cas, c'est ce que j'ai choisi. On peut prendre d'autres choses, mais j'ai choisi des relais accompagnés de transistors de puissance. Il faut les commander, ces moteurs. Donc nous avons des boutons poussoirs et des interrupteurs sur la manette de commande. Ça n'est que ça, il n'y a pas d'électronique compliquée là-dedans, entre guillemets. Ça n'est que des boutons poussoirs et des interrupteurs. Comme pièce centrale, on a un microcontrôleur dans la base du robot qui sert à faire pas mal de choses que je vais détailler plus tard. Sachez juste qu'il y a pour le moment qu'il y a un microcontrôleur, voilà. Il est associé au bouton de commande de la manette, bien évidemment, et aussi à des capteurs situés un peu partout dans le robot, des capteurs de position, des capteurs de fin de course aussi. Ça ressemble un peu aux capteurs de position, mais voilà, c'est pas tout à fait la même chose. Sachez voilà qu'il y a tout ça. Également, je ne veux pas l'oublier, un petit afficheur LCD qui est représenté sur le schéma publié sur mon site, mais qu'on ne voit apparaître nulle part dans la démonstration. C'est tout simplement parce qu'il sert uniquement pendant les phases de réglage à observer plein de choses, parce que c'est un très bon moyen de communication entre la mémoire du microcontrôleur, entre ce que fait le programme et la personne. Donc c'est très utile pour quand on a quelque chose de compliqué à programmer, d'avoir un truc qui peut parler, qui peut nous parler entre guillemets. Voilà, mais ça ne sert pas pendant la démonstration, c'est pour ça qu'on ne le voit pas. Je tiens à vous parler de quelques petits détails supplémentaires concernant la maquette, puisque j'aime bien les détails. Donc voilà, comme je l'ai dit, des boutons poussoirs et des interrupteurs tout simplement, avec un câble de commande, câble récupéré d'un écran au passage, même si c'est pas très important. Donc justement ce câble d'écran est très épais, il ne permet pas de passer dans l'entrebâillement de la porte du distributeur quand on veut la refermer. Et sachant ça, j'ai décidé de passer d'un câble à une nappe pour se rapprocher, enfin quand on se rapproche du robot. Cette nappe très plate permet de passer dans l'entrebâillement très réduit de la porte du distributeur et de ne pas avoir de problème de fermeture. À cause de sa fragilité, j'ai décidé de l'accompagner d'une corde en plus qui est un petit peu plus courte qu'elle, et ce qui fait que quand on tire là-dessus, sur le câble en général, c'est d'abord la corde qui se prend l'effort, qui supporte l'effort, et la nappe supporte un effort quasi nul, elle reste très souple. Donc voilà, c'est aussi pour une raison de sécurité, liée au risque que le robot se bloque. Il faut absolument que je vous parle de la fonction départ-rappel, pourquoi elle est là, pourquoi j'ai prévu ça. Rappelez-vous que pendant la démonstration, j'appuie sur le bouton départ. Alors ça fait que le robot se déplace tout seul pour atteindre une position prédéfinie dans le distributeur. Donc c'est une manœuvre automatique, on appuie sur le bouton, il se positionne tout seul. Ensuite, après, effectivement, je prends la manette pour le piloter à vue, pour pouvoir extraire des canettes. Et une fois que j'ai terminé avec les extractions, je rappuie sur le même bouton pour obtenir la fonction inverse de la fonction départ, c'est-à-dire le rappel, c'est-à-dire le robot qui se replie. C'est encore une manœuvre automatique. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que quand le robot doit se déployer pour se mettre à hauteur des canettes, il est obligé de passer par une phase, par une période où on ne le voit pas. Il est caché tout simplement par la paroi métallique. Je sais qu'on n'y pense pas forcément, mais c'est pour ça que j'en parle. Et pour ne pas risquer de l'abîmer, de heurter des pièces, de faire forcer un moteur, j'ai décidé de prévoir des manœuvres programmées dans le fameux microcontrôleur
qui permettent de le déployer et de le replier automatiquement. Ça se fait grâce au programme du microcontrôleur, associé au capteur de position qui disent au microcontrôleur où est le bras, jusqu'où il faut déployer au maximum telle pièce pour ne pas risquer d'heurter d'obstacles. Voilà, donc les manœuvres automatiques permettent déjà de gagner du temps, puisque piloter un robot comme ça sans le voir, c'est déjà compliqué, mais ça permet aussi de ne pas casser de pièces. Et ensuite, effectivement, on a une partie où on pilote le robot à vue, donc avec les boutons de montée, descente, tout ça, pour pouvoir aller décrocher des canettes. Donc, ça peut vous paraître assez, comment vous dire, assez manuel, le pilotage pour aller attraper des canettes, contrairement aux manœuvres automatiques, mais c'est pas si manuel que ça, et j'expliquerai après pourquoi. Petit détail concernant cette fonction départ rappel, le bouton situé sur la manette, vous remarquerez que j'ai rajouté une petite rondelle en acier inoxydable dessus. C'est tout simplement pour qu'on ne puisse pas appuyer malencontreusement dessus, parce que imaginez qu'on soit en train de piloter le robot, et qu'on appuie sans le faire exprès dessus, et ben le robot se replie, c'est très emmerdant, donc j'ai prévu une petite rondelle pour qu'il ne soit pas facile de rappuyer dessus. Une partie maintenant extrêmement importante en ce qui concerne ce robot, je vais vous parler des moteurs qui permettent de mettre en mouvement le bras. Uniquement le bras. Je ne vous parle pas encore des pinces, ni du mouvement d'avancement vers la canette. Je vous parle uniquement des mouvements du bras. L'air de rien, il y a beaucoup à en dire. Pendant la vidéo de démonstration, j'ai dit à un moment que j'allais déplacer ce fameux bras de bas en haut et de gauche à droite. Autrement dit, déplacer la partie plongeante. Déplacer le bras pour déplacer la partie plongeante de bas en haut et de gauche à droite. Si j'apporte cette précision, c'est pas du tout que je prenne le public pour un idiot, non, c'est parce que je trouvais important de le préciser. Pour vous, il est peut-être évident que le plongeur va se déplacer de bas en haut et de gauche à droite sur des axes verticaux et horizontaux. Évidemment, ça paraît pratique, mais pour moi, concepteur, c'est pas du tout évident. Le déplacement de bas en haut et de gauche à droite sur des axes verticaux et horizontaux, c'est un résultat artificiel que j'ai obtenu parce que j'ai mis en place tout un tas de dispositifs pour que ça se fasse. Et c'est très simple à comprendre. Si vous regardez le robot, comment est conçu le robot à la base, eh bien, vous vous apercevrez qu'à l'origine, il ne se déplace absolument pas de bas en haut ou de gauche à droite. Et pour vous l'expliquer, alors, pour déplacer ce fameux bras, et donc le plongeur, il y a deux moteurs. Un moteur accompagné de réducteurs, pour avoir un couple supplémentaire, un couple suffisant. Un motoréducteur qui sert à faire varier l'angle d'inclinaison du bras. C'est ce que j'appelle le moteur d'angle tout au long de cette vidéo et sur le schéma de mon site et sur les explications techniques. Donc un moteur pour faire varier cet angle-là d'inclinaison. Qu'est-ce qui se passe quand on fait varier l'angle d'inclinaison du bras? Le mouvement obtenu, la trajectoire du plongeur, c'est un arc de cercle. Vous avez un centre ici et le plongeur qui se déplace sur un arc de cercle. Ça n'est absolument pas sur un axe vertical ni horizontal. Et on a un deuxième moteur qui est ce que j'appelle le moteur de rail, qui permet de... Donc j'appelle ça le moteur de rail tout au long de cette vidéo et sur mon site également. Donc ce moteur-là permet de faire translater le rail et donc le plongeur. C'est un mouvement rectiligne, donc ça fait déplacer le plongeur sur une trajectoire oblique, avec un angle au hasard qui dépend du mouvement précédent qu'on a fait avec le moteur d'angle. Donc au final, à la base, on a deux mouvements. Un mouvement rectiligne avec un angle au hasard, ni haut, ni bas, ni gauche, ni droite, et un mouvement d'arc de cercle. À l'origine, comme on a des mouvements d'arc de cercle et des mouvements rectilignes avec un angle au hasard, il est extrêmement difficile d'aller attraper des canettes. Un exemple assez simple, le mouvement d'arc de cercle, imaginez qu'on fasse augmenter l'angle, ça fait un mouvement d'arc de cercle, ça permet effectivement a priori de soulever l'arc de cercle. Mais quand on fait un arc de cercle, on se déporte sur l'axe horizontal. Donc même si on soulève une canette, et bien, même si on arrive en théorie à la soulever, on va se heurter aux parois du distributeur et elle va se décrocher parce qu'on s'est décalé sur l'axe horizontal. C'est très embêtant.
Et c'est pour ça que j'ai voulu faire en sorte que, malgré les mouvements de base de ce robot, qui sont très durs à exploiter, d'avoir à la fin, de les transformer en mouvements exploitables, c'est-à-dire parfaitement vertical, pour pouvoir soulever une canette sans problème, ou parfaitement horizontal, pour pouvoir s'aligner en face de n'importe quelle canette sans problème. Je vous explique un petit peu comment ça marche, le principe général, puis après je vais rentrer dans les détails. Il est possible, en synchronisant le mouvement de ces des deux moteurs de base, donc le moteur de rail et le moteur d'angle, de reconstituer artificiellement des trajectoires sur des axes verticaux, donc montée-descente, et sur un axe parfaitement horizontal, donc gauche et droite. Alors pour le principe, voilà comment ça marche. Je prends cette coulisse de meuble, qui est exactement la même qui équipe le robot pour faire le mouvement de translation, avec le moteur de rail. Imaginons que je veuille déplacer le plongeur sur un axe parfaitement vertical. Par exemple, je veux monter parfaitement à la verticale. En combinant le mouvement des deux moteurs, c'est possible, à condition que les deux mouvements soient parfaitement synchronisés. Je vous montre un exemple. Imaginez que le plongeur soit fixé au bout, là, comme c'est le cas avec le vrai rail. Si on fait seulement grimper l'angle, augmenter l'angle d'inclinaison avec le moteur d'angle, on monte, mais on s'est décalé par rapport à l'axe vertical. On s'est décalé sur l'horizontal. On n'est plus dans l'axe vertical. C'est un problème. Maintenant, imaginez qu'on fasse augmenter l'angle tout en déployant par à-coup le rail, grâce au deuxième moteur qui est le moteur de rail. Eh bien, vous vous apercevez qu'il est possible de rester sur l'axe vertical, de faire une montée parfaitement verticale, en faisant marcher les deux moteurs en même temps. Même chose pour descendre, mais avec des moteurs qui vont tourner dans le sens inverse. Si on fait diminuer l'angle d'inclinaison et qu'on fait rétracter le rail en même temps, on peut rester sur l'axe vertical et avoir une parfaite descente. Pour les mouvements de gauche à droite sur l'axe horizontal, c'est exactement le même principe. On va combiner le mouvement des deux moteurs. Imaginons que je veuille faire aller le plongeur dans cette direction en restant parfaitement horizontal. Eh bien, c'est possible en faisant diminuer l'angle d'inclinaison du bras et en faisant déployer le rail pour compenser l'écart qu'on aurait eu sur l'axe vertical. Même chose pour aller dans l'autre sens. On peut faire augmenter l'angle et rétracter le rail pour aller dans ce sens-là en restant parfaitement à l'horizontale. Voilà pour le principe. Rappelez-vous, on synchronise le mouvement des deux moteurs et ça permet artificiellement de reconstituer des trajectoires sur des axes parfaitement horizontaux et parfaitement verticaux. Je me suis trompé, mais voilà, vous m'avez compris. Et donc, grâce à ces trajectoires reconstituées, c'est ce que je vais appeler les reconstitutions de trajectoires pour la suite de cette vidéo. Et bien, grâce à ces mouvements-là, eh bien, on peut assez facilement aller décrocher des canettes, même si les mouvements de base du robot ne le permettent pas du tout. Et la question maintenant, c'est comment le robot, lui, va faire pour les reconstituer, comment il va faire pour synchroniser les deux moteurs et faire ça de lui-même de manière automatique. J'ai donc déployé le robot. Je vais faire appel à quelques petites notions de mathématiques, même si ce n'est pas mon point fort. Donc je vais parler un petit peu de géométrie et de trigonométrie peut-être aussi. Il faut savoir quelque chose d'important pour ces fameuses reconstitutions de trajectoire. Quelle que soit la position du plongeur, ou qu'il soit dans le plan si vous voulez, il y a quelque chose qui est toujours valable. Je vais vous demander d'imaginer 3 points géométriques. Je vais placer un point ici, c'est-à-dire au niveau de l'axe de rotation. Un deuxième point au niveau de l'axe de fixation du plongeur. Ensuite, imaginez qu'on trace une droite parfaitement à la verticale, passant par ce premier point. Ensuite, une deuxième droite qui passe par le premier point qu'on a mis ici et qui croise l'autre droite. Qu'est-ce qu'on obtient? Un triangle rectangle. Avec un angle ici qui nous intéresse. Cet angle-là ne nous intéresse pas trop. C'est vraiment celui-ci qui nous intéresse. Quelle que soit la position du plongeur, ce triangle rectangle existe. Alors, il peut exister sous différentes formes. Si le plongeur est ici, il aura une forme différente. Si le plongeur est là, autre forme, pareil. Mais il aura
toujours les mêmes propriétés. Donc on aura toujours un triangle rectangle avec un angle droit ici et un angle là qui nous intéresse. Je vais vous demander de bien garder cette image de triangle pour bien comprendre la suite. Parce que c'est ça la base du pilotage du robot. Je vais d'abord nommer quelques petites choses au niveau de ce triangle, même si j'ai déjà commencé. Donc on a l'angle droit ici, on s'en occupe pas trop, mais sachez qu'il est là. On a notre hypoténuse, qui correspond précisément à la longueur de rail déployée. Nous avons ici un côté adjacent à l'angle qui nous intéresse et un côté opposé à l'angle qui nous intéresse. Je vous rappelle que j'appelle ça l'angle qui nous intéresse parce que cet angle-là ne nous intéresse pas pour le pilotage. Et maintenant, imaginez qu'on veuille monter donc parfaitement la verticale. Que va-t-il se passer au niveau géométrique par rapport à ce triangle? Si on monte parfaitement la verticale, vous avez la longueur du côté opposé qui va varier, bien sûr, mais la longueur du côté adjacent ici, elle va rester constante. Si je veux descendre, c'est la même chose. Pour un mouvement donc de descente ou de montée, où on désire rester sur l'axe vertical, le côté adjacent du triangle doit rester de longueur constante. Maintenant, si on veut se déplacer sur l'axe horizontal, donc de gauche ou à droite, c'est un petit peu l'inverse. En se déplaçant de gauche à droite, imaginez ce qui se passe au niveau de ce triangle. La longueur du côté opposé va rester de longueur constante, logique, mais la longueur du côté adjacent à l'angle, elle va varier cette fois. Le microcontrôleur qui pilote les moteurs, pour pouvoir reconstituer les trajectoires, se base sur le fait que certaines longueurs du triangle doivent rester constantes pendant qu'on déplace les deux moteurs. Je vais vous donner un exemple de ce qui se passe quand on appuie sur le bouton monter, par exemple, pour pouvoir monter à la verticale. Il se passe exactement la même chose, enfin disons des choses qui reposent sur le même principe quand on veut aller à gauche, à droite ou en bas. Mais je vais vous prendre l'exemple sur la montée et vous pourrez deviner le reste. Qu'est-ce qui se passe quand on appuie sur le bouton monter? Eh bien, très concrètement, le microcontrôleur mesure la longueur originale du côté adjacent à l'angle, la longueur de base. Avant de mettre le moteur sous tension et de faire varier les positions, il mémorise, il calcule, j'expliquerai après comment, la longueur du côté adjacent qui devra rester constante pendant qu'on fait un mouvement sur l'axe vertical en montant. Ensuite, il commence les déplacements. Le premier moteur qui va se mettre en route, on va appeler ça un moteur maître, c'est le moteur de rail. Si on se contente simplement de déployer le rail, vous vous apercevez que la longueur du côté adjacent de ce triangle, elle a augmenté un peu. Nous avons un écart. Comment faire pour revenir sur l'axe vertical et garder donc une trajectoire sur l'axe vertical? Eh bien, il suffit de faire augmenter un petit peu l'angle. Pour corriger l'écart qui est apparu suite à la mise en mouvement du moteur de rail, il faut augmenter un petit peu l'angle. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que quand le premier moteur se met en route, on a un écart qui apparaît. Le microcontrôleur s'aperçoit qu'il y a un écart en faisant une soustraction par rapport à la valeur initiale du côté adjacent qu'il y avait avant de faire les mouvements. Et il va mettre en route un deuxième moteur, qu'on va appeler le moteur esclave, pour corriger ce fameux écart. Mais bon, là, je vous explique ce qui se passe en gros au ralenti, mais il faut imaginer que je maintiens mon doigt appuyé sur le bouton monter, et donc que le moteur d'angle continue pendant ce temps à faire augmenter l'angle d'inclinaison, ce qui fait que si le mouvement continue, nous avons un nouvel écart qui apparaît, que le microcontrôleur calcule en temps réel les écarts qui apparaissent au niveau du côté adjacent, pour les mouvements sur l'axe vertical, et il va à ce moment-là, à chaque écart qui apparaît, il va remettre en route un petit peu le moteur esclave pour faire augmenter l'angle et faire en sorte qu'on reste en moyenne, je dis bien en moyenne, sur l'axe vertical pendant une montée. C'est également valable pour la descente. Il y a aussi des écarts qui apparaissent. Pour la descente, qu'est-ce qu'il faut faire? On fait rentrer le rail. Ça nous fait un écart par rapport à la longueur originale du côté adjacent. Le microcontrôleur, de la même manière, s'aperçoit qu'il y a un écart. Et cette fois, il va faire... alors, si on va en descente, on rentre le rail. L'écart apparaît de ce côté. Et donc, le microcontrôleur va faire cette fois diminuer l'angle pour corriger les écarts. Donc voilà comment ça marche de manière globale.
Alors, je vous ai dit qu'on devait rester pendant ces mouvements en moyenne sur l'axe vertical ou sur l'axe horizontal. C'est tout simplement parce que ces fameuses reconstitutions de trajectoire, elles utilisent les mouvements originaux du robot dont j'ai parlé au début, qui sont difficiles à exploiter, c'est-à-dire le mouvement d'arc de cercle par le moteur d'angle et le mouvement rectiligne avec l'angle au hasard avec le moteur de rail. Donc en moyenne, effectivement, si la programmation est bien faite, on doit rester sur l'axe vertical ou sur l'axe horizontal. Mais si on observe de près la trajectoire réelle du plongeur, résultant de la combinaison synchronisée du mouvement des deux moteurs, eh bien qu'est-ce qu'on obtient? Si par exemple on veut monter, on obtient un mouvement rectiligne avec un angle, une correction de la part du moteur d'angle, de nouveau un mouvement rectiligne de la part du moteur de rail, une correction, un rectiligne, une correction. Voilà, ce sont les mouvements qu'on obtient. Et le but de la programmation, c'est de s'écarter le moins possible de cette moyenne de trajectoire pour rester le plus possible dans le bon axe. Faire quelque chose de fin. Et faire quelque chose de fin veut dire en même temps limiter les à-coups mécaniques. Je vous ai dit comment fonctionnait le robot, les corrections d'écart par rapport au triangle, comment ça se passe et tout ça. La question qui vient ensuite, c'est comment le robot lui-même, qui n'a pas d'yeux, qui n'a pas de règles, fait pour connaître les dimensions de ce fameux triangle fictif, qui sont extrêmement précieuses pour le pilotage. Alors, pour ça, il y a des capteurs de position. Il y a un premier codeur incrémental dans ce robot qui est chargé de mesurer l'angle d'inclinaison du bras. Je ne peux pas vous le montrer parce que, comme j'en ai parlé au début, tout est très compacté, il est complètement en dessous. C'est un codeur qui permet de mesurer l'angle d'inclinaison au dixième de degré près et d'en informer évidemment le microcontrôleur. Ça se passe en temps réel. Si l'angle varie tout de suite, le microcontrôleur en sera informé dans la fraction de seconde qui suit. Donc voilà, premier élément dans la chaîne d'acquisition d'informations, le microcontrôleur connaît cet angle-là très précisément. Il y a un deuxième codeur incrémental que je peux par contre vous montrer puisqu'il est dans une zone un peu plus aérée entre guillemets. C'est celui-ci. Il sert à mesurer dans une précision qui est de l'ordre du millimètre près le déploiement du rail, donc engendré par le moteur de rail. Cette longueur-là, qui est mesurée par ce deuxième codeur incrémental, correspond très exactement à la longueur de l'hypoténuse de notre fameux triangle fictif. C'est très important. Il faut se rappeler maintenant de quelques formules de trigonométrie de niveau 3e, si je me rappelle bien. Oui, donc avec les sinus et les cosinus, qui font que si on connaît l'angle qu'il y a ici et la longueur de l'hypoténuse, on peut déterminer sans aucune difficulté la longueur du côté opposé et la longueur du côté adjacent, deux longueurs très précieuses qu'il faut maintenir constantes selon qu'on se déplace, je vous le rappelle, sur l'axe vertical ou sur l'axe horizontal. Donc le microcontrôleur connaît déjà l'hypoténuse et l'angle d'inclinaison. Il est sans problème capable de faire des petits calculs de trigonométrie, c'est-à-dire hypoténuse multipliée par sinus de l'angle. Ça lui permet de mesurer le fameux côté opposé. Et également de faire hypoténuse multipliée par le cosinus de l'angle pour mesurer la longueur du côté adjacent. Donc voilà, en résumé, à partir de deux codeurs incrémentaux, le microcontrôleur peut connaître exactement ce qui se passe au niveau de ce triangle fictif et savoir exactement où se trouve le plongeur et reconstituer artificiellement les trajectoires par rapport à ce qui se passe au niveau de la géométrie de ce triangle. Et c'est en parlant de ça que je vais faire intervenir le fameux afficheur LCD dont j'ai un petit peu parlé au début, qui ne sert, je vous le rappelle, uniquement pendant les essais, pendant les réglages, pas pendant l'utilisation. Donc vous avez ici AN, ça correspond à l'angle d'inclinaison, mesuré donc par le codeur. Il y a écrit 556, ça a été un peu chiant pour moi de programmer les virgules, donc je ne me suis pas cassé la tête. 556, ça veut dire 55,6 degrés d'inclinaison. Le VER que vous voyez, c'est VER pour vertical, ça correspond très précisément à la longueur du côté opposé à l'angle, donc mesuré en temps réel par le microcontrôleur. Unité, c'est les millimètres, vous l'aurez deviné.
Horizontal, ça correspond à ce qu'on a sur l'axe horizontal, très exactement à la longueur du côté adjacent à l'angle. Donc voilà, le microcontrôleur, grâce aux codeurs incrémentaux, nous affiche les paramètres de ce triangle fictif. On peut afficher l'hypoténuse, mais je ne l'ai pas fait. Je l'avais fait à un moment, mais c'est pas la peine. Et donc voilà, ça vous montre qu'à partir des deux codeurs, le microcontrôleur peut tout calculer. Alors à quoi ça sert d'afficher ces fameuses longueurs sur l'écran? Je vous ai parlé de ces fameuses reconstitutions de trajectoire. L'idéal, pendant qu'on reconstitue une trajectoire sur l'axe vertical, pour monter par exemple, on va avoir une certaine valeur au niveau du côté adjacent qu'il faut maintenir constante. Et l'idéal, c'est qu'entre le début, avant de se déplacer, et une fois qu'on a atteint la position finale, eh ben, la longueur c'est exactement la même, puisqu'elle doit rester constante. Et l'affichage permet de le vérifier. C'est ça l'intérêt. L'intérêt de cet affichage, c'est de pouvoir contrôler qu'on a fait une bonne programmation. Je vous donne un exemple tout simple. Ici, on a par exemple affiché en horizontal 210 mm, longueur de côté adjacent. Quand j'appuie sur monter, idéalement, une fois qu'il a fini de monter et de reconstituer les trajectoires, je dois me retrouver également à 210, puisqu'il faut garder la longueur du côté adjacent constante pendant un déplacement sur l'axe vertical. Alors on peut essayer, j'appuie sur monter. Vous voyez qu'il y a quelques écarts qui apparaissent, mais que le système de reconstitution s'est mis en route pour nous maintenir sur l'axe vertical. On est parti de 210 mm pour longueur de côté adjacent, on est à 209. On a eu un petit écart, j'ai pas réussi à faire une programmation parfaite, donc quand on reconstitue, il y a des petits écarts qui sont de l'ordre du millimètre. Mais globalement, voilà, il y a une petite déviation, mais globalement, on reste très très bien sur l'axe. Donc on part de 209 mm. Si je veux descendre, on est arrivé à 212. J'ai eu un petit écart de 3 mm. Bon, parfois ça se passe un petit peu moins bien, mais voilà, globalement, on reste sur l'axe. Si je veux aller à gauche maintenant, alors je vais regarder l'autre longueur qui doit rester constante. Pour aller à gauche, c'est la longueur du côté opposé qui doit rester constante, donc le fameux VER. Pour l'instant, on a 322 mm de côté opposé. Si je veux aller à gauche, idéalement, on doit garder 322. Donc j'appuie pour aller à gauche. Les reconstitutions se sont mises en route et on est à 322. Cette fois, il a réussi à faire une correction parfaite. Si on veut aller à droite, on part de 322. On se retrouve à 325. Voilà, cette fois, petit écart. Mais voilà, globalement, je vous assure que ça n'a pas été une étape facile de programmer ces fameuses reconstitutions. L'afficheur, ça a contrôlé, entre autres, la qualité de la programmation. Je vous ai parlé de reconstitution de trajectoire et c'est l'occasion pour vous parler de comment se pilotent les moteurs au niveau électrique. L'idéal pour pouvoir reconstituer ces trajectoires, c'est de pouvoir contrôler très précisément la vitesse des deux moteurs qui s'en chargent, donc le moteur de rail et le moteur d'angle. Et c'est pour ça que ces deux moteurs-là sont pilotés avec de la variation de vitesse. Donc les sorties PWM du microcontrôleur servent à piloter ces deux moteurs. Donc avec un rapport cyclique variable, on peut contrôler la vitesse des moteurs très précisément. Alors pourquoi c'est utile pendant les reconstitutions de trajectoire? Eh bien, je vous rappelle que quand on fait déplacer un des moteurs, il y a un écart qui apparaît, que l'on veut corriger avec l'autre. Si cet écart est petit, il vaut mieux faire démarrer le moteur esclave qui va faire la correction lentement, pour être à peu près sûr de ne pas avoir de dépassement pendant la correction. A l'inverse, si on a un écart grand à corriger, il vaut mieux que le moteur soit autorisé à tourner vite pour pouvoir rattraper l'écart rapidement. Éventuellement, une fois que l'écart devient de nouveau réduit, à baisser encore la vitesse, éventuellement. La MLI, c'est aussi utilisé pendant la fonction départ-rappel. Comme les moteurs démarrent progressivement grâce à la programmation, ça permet de limiter l'à-coup mécanique qu'on va faire au niveau des pièces. Donc c'est pas plus mal pour la durée de vie des réducteurs et tout ça. Et il faut se rappeler que les moteurs à continu qui sont utilisés dans les deux cas, moteur de rail et moteur d'angle, et bien, il faut se rappeler que pour ces moteurs-là, le couple est lié au courant appelé par l'inducteur.
l'induit plutôt. Et donc, si on limite la coût mécanique, si on fait un démarrage progressif, on limite également la pointe de courant au niveau du circuit électrique. Et donc, on s'évite des chutes de tension, par exemple, même s'il y a un régulateur. Et on s'évite également on évite de faire un parasite qui risque de planter tout le système. Donc, très important, la MLI a des avantages sérieux dans cette application-là. Pendant qu'on pilote le robot à vue d'œil, pour aller décrocher des canettes, la MLI entre aussi en jeu. C'est-à-dire que par exemple, si j'appuie de manière répétée sur le bouton monter par exemple, eh bien le moteur à chaque fois, il repart avec un rapport cyclique réduit. C'est-à-dire que si j'appuie plusieurs fois, ça permet de contrôler très précisément le déplacement avec une vitesse très réduite et de se placer sans problème en face d'une canette au millimètre près. C'est utilisé également pendant que le robot se replie. Pendant qu'il se replie, il va heurter des capteurs de fin de course qui vont lui signaler de s'arrêter. Mais s'il les heurte comme ça à pleine vitesse, il risque de faire des dégâts mécaniques. Et en combinant les codeurs incrémentaux dont j'ai parlé, qui indiquent précisément la position des pièces mécaniques, en combinant les codeurs à la MLI, eh bien on peut demander au moteur qui arrive tout près du capteur de fin de course, mais qui ne l'a pas encore déclenché, de ralentir pour pouvoir faire un atterrissage progressif une fois qu'il va buter sur le capteur de fin de course et s'arrêter définitivement. Sur le schéma présenté sur mon site, vous avez des relais avec 2 contacts repos-travail qui pilotent les moteurs. Ils sont accompagnés d'un transistor MOSFET. Le relais sert à pouvoir sélectionner le sens de rotation du moteur et le transistor MOSFET sert à faire de la MLI, à faire les variations de largeur d'impulsion et à contrôler la vitesse des moteurs. À présent, quelques mots au sujet des modes d'utilisation de ce robot. Vous l'aurez sans doute remarqué, sur la manette, il y a un bouton qui s'appelle automatique et manuel, donc 2 modes d'utilisation. En mode automatique, tout va bien. C'est-à-dire que c'est le mode qui s'utilise en temps normal, quand tout va bien dans le robot, quand il n'y a pas de problème. Dans ce mode-là, les reconstitutions de trajectoire fonctionnent. La fonction départ-rappel fonctionne aussi. Donc le robot est, entre guillemets, facile à utiliser. Mais justement, ces fameuses trajectoires reconstituées et cette fonction départ-rappel, tout ça, ça repose sur beaucoup d'éléments dans le robot. C'est toute une chaîne d'éléments qui permet d'avoir cet automatisme-là. C'est le microcontrôleur qui gère les moteurs par variation de vitesse. C'est aussi les capteurs qui indiquent les positionnements et tout ça. Plus il y a d'éléments dans une chaîne, plus on augmente quelque part le risque que l'un d'eux tombe en panne et nous casse toute la chaîne et nous laisse un robot coincé dans le distributeur. Et justement, j'ai prévu le mode manuel, qui est un mode de secours, qui est beaucoup plus simple techniquement et qui permet de piloter le robot, même si un des éléments tels que les capteurs ou le microcontrôleur ne fonctionne plus. Ça sert à pouvoir décoincer le robot du distributeur au cas où il y a un problème dans la chaîne. Alors, très concrètement, ce qui se passe en mode manuel, il n'y a plus de reconstitution de trajectoire, il n'y a plus de fonction départ-rappel, et tous les capteurs de fin de course qui peuvent interdire un moteur de fonctionner parce qu'une pièce mécanique se trouve embutée, eh bien tous ces capteurs-là sont ignorés. Imaginez qu'un capteur de fin de course se casse et interdise un moteur de fonctionner, eh bien si le moteur ne peut plus tourner, eh bien on peut avoir un robot qui reste coincé dans le distributeur. Et en étant en mode manuel, les informations des capteurs de fin de course sont ignorées et on peut quand même faire fonctionner le moteur pour pouvoir décoincer le robot au cas où le capteur s'est cassé. Alors, on n'a plus de reconstitution de trajectoire comme je vous l'ai dit, chose qui repose sur les capteurs et notamment les codeurs incrémentaux. Et à ce moment-là, nous avons de nouveau les mouvements d'origine du robot difficiles à exploiter, c'est-à-dire l'arc de cercle et le mouvement rectiligne avec un angle au hasard. Mais ce mode manuel peut être extrêmement utile si on a besoin de décoincer un robot, même si les mouvements ne sont pas pratiques, ça permet quand même de décoincer un robot. Donc c'est une sécurité pensée, une fois de plus, en fonction du risque. Et quand je parle de risque, j'ai envie de vous parler d'un petit détail en plus.
tout ce robot-là, vous voyez, il y a une grosse part d'acier dans les structures. Et ça forme un point... L'acier, c'est conducteur, bien sûr, et ça forme quelque part un point électrique. Enfin, c'est pas un point électrique, justement, c'est ce que je vais expliquer. Quand on a une masse en acier comme ça, dans certains appareils, comme par exemple les ordinateurs, on la raccorde, c'est la masse, et on la raccorde à la Terre. Enfin, ça se passe au niveau de l'alimentation, mais c'est raccordé à la Terre. Enfin, c'est une masse électrique, si vous voulez. Ça a le potentiel de la masse. Et dans mon robot, je me suis dit, qu'est-ce que je fais de toute cette masse métallique? Est-ce que je la raccorde à la masse électrique? Est-ce que je la raccorde au plus? Ou est-ce que je la laisse flottante, en l'air? C'est une question qui peut vous paraître sans importance. Et moi, je trouve que ça a toute son importance si on fait attention à la contrainte liée à la fiabilité du robot. Imaginez qu'on décide de raccorder toute la masse métallique du robot à la masse électrique. La masse mécanique, oui, la masse métallique à la masse électrique. Qu'est-ce qui se passe? Ben rien, a priori. Mais imaginons qu'on ait un problème. Un conducteur, le plus 12 volts par exemple, qui se décroche et qui vienne toucher la masse métallique reliée à la masse électrique. Et ben on a un court-circuit. Voilà, et ça nous plante le robot. C'est un gros problème. Donc pour cette raison-là, j'ai préféré laisser toute la masse métallique sans raccord électrique. Comme ça, ça nous fait un risque de moins de court-circuit. Et c'est pas tout. Justement, le fait de laisser ça flottant, ça permet de prendre un voltmètre, de mettre une des bornes du voltmètre sur cette masse-là et de mettre l'autre borne du voltmètre sur un autre point électrique et de vérifier si on a une tension. Si on a une tension, c'est qu'il y a un potentiel électrique qui s'est retrouvé sur la masse métallique, ce qui est indésirable. Alors s'il y a juste un potentiel, c'est pas un problème. Mais justement, si on a un deuxième défaut, un deuxième contact électrique sur cette masse métallique, là on a un court-circuit. Et le fait de ne la relier à rien, de la laisser flottante, permet de détecter une suite potentielle de problèmes. Donc c'est un gros avantage de laisser cette masse flottante et de ne la relier à rien. Même si effectivement, ça pourrait être tentant de relier ça à la masse pour simplifier des raccordements, notamment pour éliminer des fils électriques, notamment dans la nappe. Ah ben justement, je suis en train de parler de la nappe. Alors il n'y a pas grand chose à en dire, si ce n'est que j'ai rajouté des anneaux ici pour faire contrepoids et être sûr que ça reste bien en bas. Voilà, c'est tout ce que j'avais à en dire.